chef du quartier. Voilà. Donc, regroupez-vous rapidement. Le groupe B. Le groupe B. Le groupe B. Vous allez recevoir un tableau de synthèse, vous allez résumer. Ça, c'est pour noter vos réflexions. Bien. Il s'agit ici du premier focus group. Et le sujet, c'est état des lieux des barrières à l'accès aux services publics. Mairie, état civil, santé, éducation, conseil régional. Et donc, il y a un guide d'entretien qui vous sera donné. État civil. État civil, de l'état civil. Groupe santé. Éducation. Éducation. Éducation, c'est quel groupe? Le groupe D. Conseil régional. État civil. Bien. Donc, c'est ce focus group-là qui va être votre sujet de discussion. Et je vous demande vraiment de vous approprier le sujet pour que les réponses que vous allez donner soient vraiment dans le cadre du sujet. Évitez les différentes digressions sur à d'autres sujets qui nous attendent. Oui. Je voudrais apporter l'attention de tout le monde. Ce travail qui est en train de se faire va être un travail. Alors, le président est en train de parler. S'il vous plaît. Nous sommes en train de faire un travail très décisif. Et pour nous, ce travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas un procès contre quelqu'un. Ce n'est pas mettre quelqu'un à dos. Ou bien, ce n'est pas un jugement. C'est des objectifs, c'est des
C'est des préoccupations objectives pour qu'ensemble on puisse trouver des décisions réalistes et réalisables qu'on puisse proposer à la mairie et au conseil régional et à l'ensemble de toutes les parties pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est la passion et vraiment ensemble en cas un truc co-constructif. Merci beaucoup. Bien, effectivement, ce que M. Dao vient de dire, très important. Je m'apprêtais à le dire, et comme je l'ai dit, le focus group, c'est un espace d'échange. Et donc, vous devez enrichir au maximum les réponses à ces différentes questions. Chaque groupe a son guide d'entretien avec un certain nombre de questions bien précises. Et c'est à ces questions que vous devez répondre. Et donc, comme je l'ai dit, il devient un chef de groupe et un rapporteur. Un chef de groupe et un rapporteur. Monsieur Padomoré, qui vous avez des yeux pour le rapportage de l'activité, de la journée? Il faut 2 personnes pour le rapportage de l'activité. D'accord. Bon. Nous avons besoin de rapporteurs pour l'activité. Un rapporteur qui peut se désigner pour ça. Rapporteur, une dame et un garçon. Une dame et un homme. Oui, vous allez commencer, mais on cherche un rapporteur pour l'activité générale. D'accord. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Les barrières, je les rappelle, les barrières physiques, institutionnelles, administratives et sociales, et puis comportementales. Bien. Ce que vous allez dire dans les différents groupes là, vous n'avez pas bien de mettre le nom de la personne qui a dit. Laissez un peu le micro passer, ça peut dire. Nous ne voulons pas écouter la musique. Nous avons fait des travaux. S'il vous plaît, silence. Ce matin, nous avons travaillé sur l'accès au service public. Nous avons identifié, s'il vous plaît, madame, nous avons identifié les différents services publics auxquels ici à Boaké, les PSH peuvent utiliser et quelles sont les barrières qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, vous avez sur des documents, s'il vous plaît, le service traiteur là-bas, moins de bruit. Ok, des recommandations, des propositions pour pouvoir trouver des solutions. C'était le thème de l'accès au service public. Le deuxième aspect, et le deuxième thème, j'ai demandé du silence là-bas. À part les anciennes. Ok. Nous allons aborder maintenant l'accès à l'emploi. La deuxième thématique, sous-thématique de notre atelier est celle de l'accès à l'emploi. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire des travaux de groupe.
nous allons procéder par des échanges. Donc, vous allez recevoir des questions et vous allez y apporter des réponses libres pour donner vos impressions. Ce sont des discussions, mais qui vont se faire dans l'ordre. Une seule personne prend la parole. Quand elle n'a pas laissé, personne ne la reprend. On ne se coupe pas la parole. Ce sont des échanges. Le facilitateur pourra relancer, vous reposer des questions ou demander l'explication, mais s'il vous plaît, on le fait dans l'ordre. Ça sera noté et même enregistré pour le rapport. Donc, nous vous demandons de l'écoute, moins de bruit et de la discipline. Mais tout ça autour d'un thème, autour d'un sujet qui est celui de l'accès des PSH à l'emploi. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Donc, je vais donner la parole au facilitateur qui va guider les travaux. Et puis, nous allons procéder à la réponse. Exprimez-vous. Ne vous gênez pas. Dites ce que vous pensez. Merci de la situation. Et puis, ça sera noté pour le rapport et les recommandations. C'est ça? Bien, merci. Merci. Nous allons commencer par le premier thème qui concerne comment avez-vous connu les possibilités de formation d'emploi qui existent pour vous? Répète, comment avez-vous connu les possibilités de formation ou d'emploi qui existent pour vous? Dans ce sens, vous répondez si vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez donner l'explication. C'est M. Bomara Adamo, vice-président de l'IRHPB. Pour la première fois que j'ai entendu parler des emplois existants pour les personnes en situation de handicap, c'était au sein de la coordination, avec une formation socio-professionnelle qui devait avoir lieu au CBCG. C'est pour la première fois que j'ai entendu parler de l'emploi des personnes en situation de handicap. Qui a une autre expérience, une autre réponse à apporter? Comment avez-vous entendu parler des opportunités d'emploi en faveur des PSH? Je suis agent en défense sociale de Boaké. J'ai entendu parler de l'emploi des personnes faisant handicap à travers le concours de l'Ogapoil, de l'Équipement dans notre pays. Il y a de cela une dizaine d'années au moins comme ça. Bien. Un troisième doigt. C'est nouveau. Et j'ai la coordination. Moi, pour la première fois que j'ai entendu parler de l'emploi pour la personne en situation de handicap, c'était une opportunité. C'est par le canal d'abord de la DPDH, la direction de la promotion des personnes handicapées, qui avait eu à son sein un financement de la part d'une téléphonie pour les personnes en situation de handicap. Il fallait poursuivre, tu as vu tout le monde qui a ton activité. Ensuite, j'ai eu d'autres informations encore par le canal d'un de nos partenaires, la coordination Société sans barrière, qui a mené un projet qu'on appelle accès des personnes handicapées à l'enseignement de la formation professionnelle. Il va mal parler de ça. Et aussi par le canal de notre partenaire sur le terrain Emploi Jeune. Emploi Jeune aussi nous a parlé d'un projet où il fallait insérer les personnes en handicap à le canal de notre conseiller, du conseiller Sawan. Et ensuite encore, j'ai entendu parler de l'emploi pour les personnes en situation de handicap par la mairie aussi, qui au niveau de leur service a fait aussi, ils en ont parlé. Ils nous ont contactés. Donc,
la coordination est un canal, les partenaires sur le terrain. Et puis il y a le conseil régional de Béquet qui, depuis l'année passée, on était à une atelier où nous avons parlé d'un projet où il fallait mettre un quota. Un certain nombre de personnes sur le handicap qui doivent postuler. Et c'est cette année encore, je crois que le responsable Ouattara est revenu là-dessus. Donc voici les différents canaux que j'ai entendus, sans oublier ce que notre responsable vient de parler, le recrutement de l'opérateur à la fonction publique. Merci, M. Loufé. Donnez votre expérience. Bon, moi, c'est M. Hippo Kwakouli Martin. Je viens de la Sainte-Annie. J'ai entendu parler de l'emploi des personnes en situation de handicap et de leur insertion sociale par le fait que l'avance beaucoup. L'association des malades mentaux est psychique de Sainte-Annie, qui regroupe les malades de Sainte-Annie et puis les malades mentaux psychiques. Et puis également, j'ai entendu parler par le canal de la télévision ivoirienne par là que j'ai entendu parler de l'emploi des personnes en situation de handicap et handicap. Merci. Rappelez le nom, monsieur. Monsieur Hippo Kwakouli Martin. D'accord, merci, monsieur Hippo. Bien. Un doigt encore. C'est Sommet Pressé, présidente de l'Union des associations des femmes vivant avec handicap dans la région de Québec. J'ai entendu parler aussi du travail des personnes en situation de handicap à travers le projet Accouchement en personne. La deuxième chose, je parle de la deuxième chose, où les personnes en situation de handicap en ont profité. Merci. Je pense qu'on a... Il y a une autre réponse. Bien, merci. On va passer à la deuxième étape. Formation et qualification. Les centres de formation que vous connaissez sont-ils adaptés? En parenthèse, accès physique, matériel, formateur et sensibilisé, formation. Je reprends. Les centres de formation que vous connaissez sont-ils adaptés aux personnes en situation de handicap? Accès physique, matériel, formateur, sensibilisé, formation. Monsieur Bomara, les centres de formation ne sont pas adaptés aux personnes en situation de handicap. La preuve en est que moi-même, j'ai été candidat en 82 ou 83 au centre de formation qui est à Yamsogoro. Et ma candidature a été rejetée par le gars qui est là, qui m'a dit que non, il faut déplacer les appareils qui va les faire à ma place. J'ai dit, mais comment cela? Il dit, oui, quand tu dois travailler sur une télé, on va te faire passer devant la radio, il faut que tu puisses te déplacer avec des bagages. Et c'est ainsi qu'il a rejeté ma candidature. Ça m'a fait très mal, mais j'ai pris ça comme ça, en disant que ce n'est pas le seul point de où un handicapé peut réussir. Il faut aller voir ailleurs. C'est le petit. Merci. Merci. On sent que ça a été une expérience assez douloureuse pour monsieur. Mais c'est vrai, mais vous avez parlé de 1982-83. Est-ce que ça n'a pas changé depuis? Ça fait longtemps. Qui est-ce qui a des informations plus récentes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changements entre-temps? Moi, c'est Kwasi Aou Bénédicte, SGA de l'association HPDD. Pour moi, c'était en 2024. Ils m'ont appelé de l'école
pour me dire qu'ils ont besoin d'une assistante de direction. Puisque moi j'ai un BTS en assistante de direction. Donc, comme ça, l'école m'a contacté, m'a donné le numéro de la dame, la directrice de l'entreprise. Quand je l'ai appelée, elle m'a demandé mon CV, j'ai fait venir. La vérifié, après elle m'a appelé et il est passé à leur bureau un lundi. Donc, je me suis dit que comme elle ne m'a pas vu, c'est mieux de lui dire ma situation. Mon contact m'a dit non, il ne faut pas lui dire arriver là-bas. La personne même va voir, voilà. Donc c'est comme ça, il a dit non, je vais dire, puisque j'étais à Oumé, il faut venir à Boaké, c'est transport. C'est comme ça, il m'a appelé, je lui ai dit ma situation, il dit non, c'est que tu ne peux pas, ton CV est bien, mais tu ne peux pas, parce que nous, on bouge beaucoup. Avec ta santé, tu ne pourras pas faire. Je suis allée à Abidjan croiser la dame, elle m'a vu, elle dit ok, comme j'ai déjà ton CV, s'il y a une autre opportunité, je vais t'appeler. Mais de temps en temps, il faut m'écrire, il faut m'appeler. Je faisais ça jusqu'à présent, bon, il n'y a pas eu de suite. La question était surtout aussi de savoir est-ce que les centres sont adaptés? Ça veut dire que pendant la formation, dans votre formation, si vous avez accès à une formation, est-ce que le matériel est adapté une fois que vous êtes entré? Pas avant d'entrer, mais une fois que vous êtes entré, est-ce que vous constatez que le matériel est en même temps, on va dire, modifié, aménagé pour les personnes en situation de handicap? Voilà, c'est surtout ça la question. Dans les centres de formation. Oui, ici, Javi Sekou. Donc, pour moi, c'est pas adapté. Bon, c'est pas moi-même personnellement. On a des non-voyants qui travaillent au ministère de choses. C'est un ministère à l'éthique. Et ça fait plusieurs années comme ça, ils sont là-bas, mais ils n'ont pas, c'est standardiste, mais il n'y a pas de matériel pour qu'ils travaillent. Ça va faire acte de présence là-bas, puis à la fin du mois, ils prennent leur argent. Donc c'était ça. D'accord, monsieur. C'est notre à côté. Je voulais dire, pour emboîter le pas à Djari, vous dites que les centres de formation à Boaké ne sont pas adaptés. Puisque je suis responsable d'association aussi. Par exemple, vous allez à l'IPEP, vous allez CBCG, vous allez à LPI, tous ces centres de formation, et puis les entreprises viennent adapter. La preuve, puisqu'on a eu envoyé des personnes en handicap là-bas. L'accessibilité. Il y a quelques années en arrière, un de nos partenaires a dû faire des aménagements raisonnables dans certains centres de formation pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir accès. D'abord, même le matériel, ce n'est pas adapté. L'accessibilité physique, il y a un problème. À l'IPEP, par exemple, on dit qu'eux, ils ne connaissent même pas la langue des signes, donc du coup, ils ne peuvent pas permettre à des personnes sourdes d'avoir une formation. Et puis, le matériel pédagogique, ce n'est pas adapté aux personnes déficientes sensorielles. Donc, sur le terrain à Boaké, ce que nous avons constaté, c'est que ce n'est pas possible. Et même, on a eu aussi des personnes qui devaient aller faire des formations dans des entreprises. On dit que ici, là, nous, là, on a jamais formé un employé, donc on ne peut même pas, parce qu'on n'a pas d'outil de ça. Donc, c'est ce que nous constatons sur le terrain à Boaké, précisément, et aussi ailleurs, en Côte d'Ivoire. Merci. Question, je dirais que présentez-vous s'il vous plaît. Ouattara Ibrahima, je suis agent en développement de centre de Boaké. Je dirais que par exemple, je dirais que l'ensemble des centres de formation ne sont pas adaptés à l'accueil des personnes handicapées. Surtout le handicap sensoriel. Les personnes sourdes, les miottes, les personnes non-voyantes. Donc, ce que je dis qui est mis en place. Seulement, il y a de cela 2 ans, on a passé une expérience avec le lycée professionnel des décideurs de Boaké.
il y a 5 à 4 sous là-bas qui font la soudure, la consomme métallique. Mais pour qu'ils le fassent, il faut forcément un interprète en langue des signes. Le code n'a pas prévu ça. Mais comme c'était dans le cadre d'un projet, on a pu intégrer là-bas 5 à 6 enfants, je crois, qui font la soudure. Mais c'est grâce à l'interprète de langue des signes qu'ils y sont encore. Parce que le code n'a pas pris des mesures pour vraiment adapter la fluidité à leur formation. Maintenant, pour les non-voyants, vraiment rien n'est prévu. On a demandé à l'ensemble des écoles, on dit que pour le moment, en tant qu'au niveau des voitures, il ne peut pas décider parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Vous voyez, pour une personne non-voyante, il faut que tout ce qui touche soit parlant. Le mètre comme ça, quand on va le mettre à main, quand il veut mesurer, il faut qu'il y a des mètres adaptés à ça. Mais l'école n'a pas les moyens parce que même si les moyens, ça va coûter au niveau tactique, il faut avoir appliqué au niveau régional. Donc en conclusion, je dirais que c'est difficile. Pour rappel, il y a M. Lédé qui était venu la semaine dernière. J'ai fait une mission avec lui. C'est le président d'une ONG qui depuis les personnes en faisant handicap. Nous étions en barrière. On allait à l'hôpital de l'Union de Boaké, sur la route de Togo. On a dit ça, il travaille avec l'administration. On a demandé est-ce qu'une femme en fauteuil roulant ou handicapée physique peut faire un stage chambre. Il dit que ce n'est pas possible. Parce qu'ils disent que, il y a toutes les raisons qui disent qu'il faut qu'elle travaille ses nez. Or, en étant en fauteuil roulant, eux n'ont rien prévu pour ça. Mais M. Mila a répondu que c'est possible de le faire en adaptant le fauteuil roulant. Donc, ils disent que aussi bonne note, ils vont transmettre à l'aide et l'énergie. C'est pareil pour l'ENS. L'ENS aujourd'hui, toutes les écoles de formation, de l'État, surtout pour l'enseignement, l'accès est quasi, pour ne pas dire impossible même, il n'y a pas quoi de mot la main, c'est très difficile en fait. Pour un non-voyant, vous ne pouvez pas être ni maître d'école, ni éducateur, c'est difficile. Ils vont vous bloquer à l'entrée de l'école de formation étatique. C'est pareil pour le CAFOR, c'est pareil pour l'INPEC même. l'INPEC encore, là encore, ça va un peu. Mais pour les autres écoles de formation, on enseigne, c'est carrément bloqué pour les non-voyants, pour les sourds. Parce qu'ils n'ont pas adapté les outils pour les accueillir. Ce n'est pas la faute des non-voyants et des sourds. C'est à l'État de s'adapter pour les accueillir. Malheureusement, pour le moment, rien n'est fait. Donc, en conclusion, je dirais que le peuple qui est fait avec une goutte d'eau dans la mer, si rien n'est fait pour qu'on puisse perpétuer ça, ça va tomber plus. Ça serait difficile. Il y a beaucoup à faire encore. Merci. Votre réaction? Bon, moi, c'est pourquoi le matin, je suis à la Saint-Camille. Il peut dire que pour moi, que le matériel de formation, l'outil de formation, des écoles de formation n'est pas adapté aux malades, aux handicapés visuels, mentaux et physiques. Mais il faut dire qu'actuellement, la situation a beaucoup évolué parce que c'est en train de. La Côte d'Ivoire, les choses sont en train de bouger. Les handicapés sont en train de commencer à rentrer dans la fonction publique parce que les textes de loi sont aujourd'hui, les autorisent, et donc les lois sont des choses également qu'on est en train de voir évoluer. Merci. Et toi? Bonjour, moi c'est Dauphine Mobama. Je suis malade à Londres. Mon cas, il veut partie publique. Moi, j'ai fait l'enseignement général et jusqu'à la terminale. Et c'est à la terminale que j'ai eu une santé qui a créé ma suivi. Et depuis lors, voilà, donc depuis la terminale que j'ai interrompu les études parce que je ne pouvais plus continuer parce que je n'entendais plus bien. Et après ça, j'ai évolué au sein d'une association au quartier. J'étais membre fondateur de l'association. Pour dire que c'est dans le début même de l'association, j'étais plus contente, je n'avais pas eu de problème. Et ça avec le temps que la maladie est survenue et puis après mon handicap.
Néanmoins, je suis restée avec l'association jusqu'à ce que cette association devienne une ONG dans le domaine de la santé. Et quand le financement a été acquis, on avait un projet de construction du centre de santé. Quand le financement a été acquis, le centre de santé est construit. Le président de l'association a jugé que moi j'étais une personne handicapée et que j'étais pris en mesure de continuer avec eux. C'est depuis lors qu'ils m'ont investi et qu'ils sont avancés. Sinon, dans le début, on avait une petite infirmerie. Avant la personne de santé générale, c'était des santé. Donc, mon père, dans une façon de la constitution, de son marié à ça, à travailler. Ils m'ont laissé en attente. Je suis allée au président lui-même. J'ai demandé la suite. Mais vous avez commencé, je suis là. Quelle est ma position finalement? Il m'a dit carrément envisagé que je suis une personne handicapée et je devais travailler. Donc, je me suis repliée, je suis restée dans le silence. Un an, 2 ans après, grâce à une ONG encore, une organisation, j'avais pu entreprendre une petite activité de commerce dans le milieu là-bas. Un jour, il réapparaît, il envoie quelqu'un me dire qu'il me sollicite encore pour une autre activité. Il avait un projet, n'est-ce pas, dans la maison de santé. Il va aller gérer une usine de création de transformation de manioc. C'est pas mal la même chose. Alors que c'est dans l'ONG, c'est le projet de construction des zones de santé, c'est là-bas que j'avais mes débuts avec lui. Donc moi, je m'attendais à un poste militaire accessible avec mon handicap où je pouvais travailler. J'avais BPC, j'avais certaines compétences en gestion, donc j'avais connaissance de tout ça. Mais avec tout, il m'a dit que je ne pouvais pas travailler avec moi. Donc, ce qu'il m'a proposé en anglais, je me suis dit que ce n'était pas vraiment mon mérite. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Merci. Autre réaction? C'est bon? Merci beaucoup au modérateur. Pour ceux qui étaient là le matin, m'ont vu et après j'ai disparu pour le matin. D'où je viens, en fait j'étais partagé entre 2 ateliers. Mais où je suis quitté là, ce que j'ai vu là-bas, c'est ce qui m'engage à demander la parole pour passer une information. Voilà. La part où je viens, c'est la jeunesse de Boaké qui est regroupée avec l'AGFOP. Là-bas, c'est tous les petits qui ont été formés au service civique biofosier. Ils ont été formés pour différents métiers. Et ma remarque, que j'ai révélé là-bas à l'intérieur, parmi tous ceux qui ont été formés, je n'ai pas vu un seul jeune en situation de handicap. Or, on y forme dans plusieurs métiers. Ils appellent la coiffure, la couture, la menuiserie, etc., etc. Et sincèrement, c'est vrai. Quand on est une personne en situation de handicap, les activités qui sont menées dans ces centres-là, tout le monde ne peut pas les mener, mais il y a certaines activités que des personnes en situation de handicap, par exemple les ambulances, les handicapés moteurs, peuvent apprendre des métiers. Voilà. Donc ceux qui sont vraiment dans la fourchette d'âge, je voudrais ici maintenant demander au président de la coordination d'adresser un courrier dans ce sens à Madame la directrice du centre de service biofosier pour voir si à l'avenir, au prochain recrutement, on ne peut pas ouvrir une lucarne pour les personnes en situation de handicap qui peuvent également suivre une formation là-bas. Parce que le problème de l'emploi, on l'a dit le matin, ce n'est pas facile. Donc, quand on est formé, et puis on peut s'installer, c'est quelque chose de positif déjà. Voilà, donc, l'information que j'avais à partager, c'était cette petite information. Et peut-être que quand Danda sera prêt, moi-même, je vais faire pour l'accompagner, pour aller rencontrer les responsables de ce centre-là. Comme ça, ensemble, on va voir. Parce que je sais qu'il y a des choses, il y a des métiers que les jeunes en situation de handicap peuvent y apprendre valablement. Merci.
Merci, monsieur le directeur du centre. Monsieur le directeur régional de protection sociale, qui vient de partager l'expérience. Et donc, nous en tiendrons compte dans le différents plaidoyers. Autre préoccupation? Bien. S'il n'y a plus de préoccupation, on va passer du travail. Et la demoiselle a donné une réponse pertinente dans ce sens-là, où elle fait une embauche à cause de son handicap. Bien. Première question. Comment se déroule en général votre recherche d'emploi ou d'activité génératrice de revenus? Les personnes en situation de handicap, comment se déroule généralement votre recherche d'emploi ou activité génératrice de revenus? Je suis Abdoulaye Fassi, président des étudiants handicapés. Comment se déroule notre recherche d'emploi? Personnellement, la recherche d'emploi se déroule d'abord sur mes compétences, c'est-à-dire ma formation de base et ce que je maîtrise d'abord. Parce que tu ne peux pas postuler à un concours, un projet dont tu n'as pas de formation de base. Voilà, donc, ça se déroule d'abord sur tes compétences et ta formation. Maintenant, il faut noter que nous avons assez de difficultés dans la recherche d'emploi. Je prends un exemple, on a des étudiants qui sont rejetés lors des visites quand ils essaient de postuler au concours. Bon, je m'arrête là. Bien, merci. À vous, monsieur le président des élèves handicapés. Autre question, autre préoccupation à laquelle va parler. Présentez-vous. Moi, c'est Ouattara Maya, Madame Fanny, la présidente de l'IHPP, les femmes. Moi, en tout cas, je remercie beaucoup à l'association. Je remercie beaucoup à l'association parce que grâce à l'association, je connais beaucoup de choses. Je fais plusieurs formations dont je suis là aujourd'hui, je peux défendre plusieurs mes droits. Parce que quand tu ne connais pas ton droit, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Puisque tu ne connais pas ton droit, tu ne peux pas te défendre. Donc tout ce que moi je voulais dire à mes frères, à eux de faire, c'est nous-mêmes d'abord de se battre. C'est nous-mêmes d'abord. Parce que même si on nous soutient pour nous accompagner, si nous-mêmes arrivons au terrain, nous on ne peut pas se battre là. Ce n'est pas facile. Donc nous-mêmes d'abord. Moi, je n'ai pas été partie à l'école. Mais grâce à l'association, j'ai essayé de faire à la fabrication. Donc, au niveau-là, ce qui a fait même que j'ai arrêté par rapport à où je dois rentrer, sortir. Chaque fois, quand tu arrives, il faut que quelqu'un t'aide. Donc, par fini, ça fait décourager. Souvent même, ceux qui t'aident, les gens sont fatigués de toi. Donc, ça ne donne pas le courage. C'est pour cela que je n'ai pas toujours, on est quand passé à nous, où nous, on rentre, on sort. Parce que c'est ce qui nous met en retard. Quand tu sais rentrer, sortir, tu sais comment toi-même tu vas te battre. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire un peu. Merci. Merci, Madame Ouattara, pour votre partage. Autre préoccupation? Bien, une deuxième question, toujours dans le même registre. Avez-vous déjà été écarté d'un poste ou d'un recrutement à cause de votre handicap? Pouvez-vous décrire la situation sans donner de nom? Bien, comme je l'ai dit, il y a déjà une réponse qui a été donnée. Est-ce qu'il y a un autre un complément à apporter? S'il vous plaît, sans donner de nom, le nom du concours vient. Oui, parler sans donner de nom, sans donner d'indication. Ok.
Oui, moi j'ai été 2 fois recalé lors des concours, voilà, à cause de mon handicap. Et aussi, il y a plusieurs étudiants aussi qui me disent ça chaque année, qui sont recalés à cause de leur handicap lors des concours. Merci. Je suis M. Métier, je suis officier des droits de l'homme au Conseil national des droits de l'homme. C'est une question que je veux poser, pour mieux comprendre. Je reviens sur sa réponse. Comment il peut être sûr que c'est à cause de son handicap qu'il a été évité au concours? Bien, il a eu une demande de réponse. Merci pour la question. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Souvent, on reçoit des messages carrément pour dire qu'on ne peut pas vous accepter à cause de votre handicap. Moi, mon cas, la première fois que j'ai reçu le message, voilà, on m'a proposé même de donner quelque chose et j'ai refusé carrément parce que la réponse que j'ai donnée, elle dit en me donnant quelque chose, est-ce que ça va réparer mon handicap ou bien est-ce que c'est légal de donner quelque chose? Donc j'ai refusé carrément. Maintenant, ceux de l'année passée, les étudiants, c'est pas moi, eux, lors de la visite médicale, ils leur ont dit carrément qu'à cause de votre handicap, on ne fait pas, vous ne pouvez pas continuer. D'accord, c'est bien. Pour lui, lorsqu'il a reçu le message disant qu'à cause de ton handicap, c'est quoi? C'est marqué dans le dossier type de handicap ou bien c'est comment? Mais comment ils ont su que vous étiez en situation de handicap? Ok, une question pour le même. Après vous avoir déclaré, si on fait savoir que du fait de votre handicap, vous avez été écarté, est-ce que vous avez saisi vos responsables? Bon, il faut dire que moi, il y a longtemps de cela, j'étais en licence 2. Donc, moi, j'ai fait, lors d'une réunion, j'ai signalé ça à notre président, le président des étudiants handicapés, mais il n'y a pas eu de suite. On était aussi dans les histoires d'association. Au niveau des Poitiers, les OPH sont tellement bien organisés. Si tu l'as dit à ton président, lui n'a pas réagi, ça, il y a urgence. Il faut contacter directement la coordination. L'heure est là. Le président de l'heure est là, il peut le témoigner. L'année passée, il y a un qui est parti de Poitiers pour faire un concours dont je préfère faire le nom. Il l'a écarté du fait de son handicap. Et son papa me connaissant, il m'a appelé. J'ai dit, j'ai compris. Mais il faut informer le président de la coordination. Comme ça, quand nous allons agir ensemble, le résultat sera positif. Mais quand j'ai appelé au niveau de la PPH, et puis le président d'Alda allait intervenir, ils ont pris le dossier de l'enfant. Actuellement, aujourd'hui, il est fonctionnaire, il est dans la même région que nous, avec. Donc, si vous savez qu'on vous a refoulé, il faut vous référer à votre hiérarchie. Si on ne fait, peut-être que le mal, c'est de ne pas faire quelque chose. Mais si on est informé, on va tenter de vous aider. Si on a tenté que ça n'a pas marché, là, on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un. Sinon, on est là pour ça. La coordination est là pour ça, la direction et la protection sociale est là pour ça. Faites-nous le savoir et puis on verra bien ce que ça va donner. Merci. Bien, merci. Monsieur le directeur, pour moi c'est juste une question. Concernant le rejet des dossiers ici, est-ce que ce n'est pas déjà dû aux dispositions discriminatoires concernant certains types de concours, tels que peut-être oui, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit on va aller à l'information. Si se trouve que c'est impossible pour l'individu de présenter le concours, ils vont nous donner les raisons. Sinon, celui dont j'ai parlé par exemple, s'il s'était découragé et qu'il a abandonné,
Mais c'était fini pour lui. Mais quand il a informé son papa, et son papa nous a saisi, actuellement il est fonctionnaire, il travaille. C'est tout. Bien. Merci à monsieur le directeur. D'accord. Vous présentez? Je suis David Sekou, faire partie de l'organisation régionale des adultes de Madame de Baké. Donc, ce que je vais dire, pas forcément aux choses qu'on appelle l'embauche, puisque vous avez parlé des AGR aussi. Il y a une dame, chose non-voyante, qui est standardiste aussi. Voilà. C'est une société privée qui l'a embauchée, puisqu'elle a eu son concours, donc ils l'ont orientée là-bas. Mais le seul fait qu'elle est non-voyante, le directeur a dit qu'elle peut s'asseoir à la maison tranquillement, mais son salaire va lui trouver là-bas. Donc ça l'a frustré, elle, ça l'a marqué. Pourtant, elle peut faire bien son travail, mais voilà, elle est obligée de s'asseoir comme ça. Attends, mais ça l'a fait mal. Maintenant, ce que moi je vais dire par rapport à l'AGR, c'est au niveau des services. Par exemple, on a, je ne sais pas si c'est agriculture, si c'est. C'est-à-dire, étant une personne en situation de handicap, nous on allait là-bas pour essayer de parler de notre projet. On dit, parmi nous, il y a des personnes qui font aussi l'agriculture, comme culture maraîcher, igname, tout. Mais la secrétaire qui était là, quand on parlait, ça dit, il trouvait que non, mais non, voyons. Ça dit, il a écrit ça comme ça, mais il n'a rien dit, mais elle était réticente. Donc on nous dit, on a déposé nos papiers, puis on va revenir. Donc 2 ans après, on n'avait pas eu si favorable. Et deuxièmement, j'ai rencontré encore le directeur même du même service là encore. Lui aussi nous a dit, on a qu'à envoyer encore les statuts, les documents locaux. On a envoyé, mais il a su, il dit de l'appeler de temps en temps. Mais chaque fois qu'on appelle, pas de suite favorable. Ça, président, ça fait 4 ans. Donc, ce qui veut dire que, sincèrement, souvent, à cause de l'handicap, souvent on peut, sans savoir que non, qu'il y a eu une qualification, mais on te rejette complètement. Merci. Je voulais intervenir au niveau de la dame. Il dit qu'il a une personne voyante qui a fait un concours professionnel, puis qu'elle voulait délaisser à la maison parce qu'elle est non-voyante. C'est pas mal d'informations qu'elle a à la maison. Après, comme ça, nous, au sein du centre de Djibounois, on a une personne non-voyante qui travaille au sein de Djibounois. Il est très bien intégré, il va sur le terrain, il fait sa situation. Ce n'est pas ce terrain en fait, c'est d'aller vers le ministère de la Finance sociale pour poser le problème. Mais quand vous ne parlez pas, le mal persiste. Parce que celui qui vous reçoit, vous êtes non-voyant. Quand lui, vous pouvez voir que c'est le handicap, dès qu'il voit une personne non-voyante, il va dire, bon, elle ne peut rien faire du tout. Même Jean-François, qui est aujourd'hui au ministère de l'État animal et agriculture, qui depuis longtemps ne fait que percevoir son salaire. Jean-François, moi je le connais très bien. Mais ils ignorent très souvent leurs droits. L'État de Côte d'Ivoire a créé un fonds d'insertion pour les personnes handicapées depuis 2023. Ce fonds-là permet d'adapter les forces de travail. Une personne non-voyante qui vient d'un service étatique, qui est admise, qui n'a pas accès à l'ordinateur, c'est la personne de poser le problème, je vais avoir un assistant audio sur l'ordinateur. C'est comme un temps audio sur le portable. Mais il y a un fonds au niveau du ministère de la Finance sociale qui permet d'acquérir ces outils-là, didactiques-là, ces outils de travail. Quand vous êtes en fauteuil roulant, quand vous venez, parce que vous êtes en fauteuil roulant, il n'y a pas de chaise pour vous, il n'y a pas un bureau pour vous, mais vous parlez, on parle. Quand vous taisez, parce que celui qui vous reçoit ne sait rien du handicap. Pas plus tard que la semaine dernière, qui était MCID. À l'hôpital, il y a un médecin qui dit que je ne sais pas quelle ambulance est handicapée, une personne handicapée. Un médecin, il dit que lui ne fait qu'opérer les bras cassés, les bras cassés. Lui, ce n'est pas qu'une personne ambulance, vous voyez comment c'est grave. Donc il faut parler pour qu'on sensibilise. Allez vers la
aller faire la défense avant pour que ce soit marqué mon n'importe où. Poser le problème, je vais travailler, sinon voyant, je peux arriver, on me met à la maison parce que je suis non-voyant. On pose le problème à la bonne porte, je pense que vous aurez les réponses. Est-ce que vous voulez ajouter? C'est M. Darwani, président de l'association des handicapés physiques de la vallée de Panama. Bon, je crois que nous sommes venus ici pour poser le problème à l'autorité. Faire des doléances, disons, un plaidoyer à l'autorité. Si nous voulons évoquer toutes les situations que nous avons vécues, nous sommes déjà à 16 heures, je crois que nous n'allons pas quitter ici. Donc si on a pris quelques cas, je crois qu'on peut faire avec. Sinon, si on veut, cas par cas, il y a plein de cas. Bien, merci. Effectivement, le temps. Nous en tenons effectivement compte. Ce qui fait qu'on ne pose pas toutes les questions, on ne pose que celles qui sont essentielles. Merci beaucoup, modérateur. Je voudrais enchaîner ce que vient de dire mon collaborateur Ouattara. Vraiment, je vais insister là-dessus. Mais ce qu'il a dit concernant la pauvre à qui on a demandé de s'apprêter, c'est très grave. L'État de Côte d'Ivoire prend la décision de recruter une dame pour la mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire et puis un individu s'élève pour lui induire l'ordre de rester à la maison et attendre son salaire. Nous sommes dans quel monde? Cet individu-là est-il au-dessus de l'État de Côte d'Ivoire? Ce n'est pas possible. Il insiste. Hein? M. Ouattara n'a pas de cité. Il a donné bien cet exemple de Djibouti. Mais les personnes en situation de handicap, même dans mon bureau, il y a un qui est là. Sans je sais le sol, il y en a. Dans nos sujets de base, on a des personnes en situation de handicap. C'est pour vous dire, si la situation se présente, n'hésitez pas un seul instant à saisir les instances supérieures. C'est tout ce qu'on peut vous faire entendre. Merci. Le quartier des personnes en situation de handicap qui travaillent. C'est-à-dire que vous travaillez déjà, que pense le quartier, la communauté et votre état, votre statut de travailleur. Il y a encore les travaux en plénière qui vont suivre après, donc on pourra rajouter des choses et d'autres. Mais comme le temps avance, nous allons formuler des recommandations sur l'accès à l'emploi, nos principales recommandations avant de passer à la synthèse et aux plénières. Bien, donc nous sommes effectivement dans les recommandations, solutions et recommandations. Question. Quel rôle chaque acteur devrait-il jouer selon vous? C'est-à-dire l'État, les employeurs, familles et associations de personnes en situation de handicap. Quel rôle ces acteurs devraient-ils jouer selon vous? Bon, d'accord. Si vous pouviez changer une seule chose pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, laquelle choisirez-vous? Si vous pouviez changer une seule chose pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, à Boaké, laquelle choisiriez-vous? Proposition concrète. Si vous avez le pouvoir de décision pour changer quelque chose en faveur des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que vous proposeriez de façon concrète? Moi, je proposerai l'application pure et simple des textes de loi comme le donné. Parce que tout le problème qui est aujourd'hui, c'est la non-application des textes de loi en faveur des personnes handicapées qui pose problème. Si c'est appliqué au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, je pense que beaucoup de choses seront réglées. Donc moi, à mon sens, c'est l'application
Merci. Bien. Autre occupation. Si moi je devais changer quelque chose dans l'équipe pour que au niveau de l'employabilité des personnes en situation de handicap à Boaké, je ferais voter une loi que les députés se chargeront de parler à l'Assemblée là-bas. Et maintenant, la loi dira que chaque entreprise qui va venir exercer ou qui va ouvrir ses portes sur le territoire de Boaké, il y a une loi qui va exister pour dire que vous devrez avoir au niveau de votre personnel 2 ou 3 personnes que vous devez employer avec toutes les conditions. Ils peuvent faire le travail, bien sûr. Au profit de la coordination, et moi, je vais proposer la sensibilisation de l'État à la population. Parce que s'il y a une sensibilisation, on doit sensibiliser nous-mêmes. Et la population doit être sensibilisée pour pouvoir arranger les personnes en situation de handicap. La fin de notre temps d'échange, une dernière question. Avez-vous un message à adresser aux employeurs de Boaké? Ça, c'est une question pour ramasser là, et une question vraiment à adresser aux employeurs de Boaké. Avez-vous un message pour eux? Dites-leur la vérité. Bon, le message, ce n'est pas pour les employeurs. Hein. Je veux dire mon message, c'est peut-être d'abord pour l'État. Les personnes en situation de handicap, on doit vraiment pouvoir, en fonction des besoins de l'entreprise, on doit pouvoir les former pour qu'ils soient insérés très facilement. S'il y a une formation qualifiante ou qui prend en compte les personnes vivant avec handicap, c'est très facile de les intégrer dans les entreprises. Mais si la formation n'est pas adéquate, ça devient difficile. Il serait intéressant de recenser les besoins de ces personnes-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quand ils vont dire, on essaie de voir des centres de formation et de façon gratuite, on va les former. Quand ils ont la qualification professionnelle, là, l'insertion est beaucoup plus facile. Selon le chef du village, est un des premiers facteurs d'embauche, d'insertion socio-professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Bien. Encore une préoccupation. Ce que je pourrais dire aux chefs d'entreprise de Boaké, c'est ce que nous leur disons chaque fois que nous les rencontrons. C'est de dire que l'État de Côte d'Ivoire fait déjà sa part par le recrutement des personnes en situation de handicap dans le public. Au niveau aussi du secteur privé, l'État de Côte d'Ivoire a prévu des mesures pour pouvoir permettre aux différentes entreprises privées de recruter les personnes en situation de handicap à travers le décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Donc, qu'il aide l'État à mieux aider les personnes en situation de handicap en acceptant ne serait-ce qu'une seule personne en situation de handicap par entreprise. Et je pense que si chaque entreprise au niveau de Boaké prend au moins une seule personne, bien 2 personnes, je pense que ça va donner un peu de la dignité aux personnes en situation de handicap de pouvoir travailler et gagner leur pain à la sueur de leur vie. C'est ce qu'on va dire. Merci. Oui, c'est dire aussi que aux employeurs au-delà du handicap, une personne dont je suis une potentialité, quand le chef passe sur moi, l'apparence pour jeter la personne en vie. Parce que c'est déjà une injustice. Bien, et donc merci à tous et à chacun pour ces interventions qui sûrement pourront apporter un changement sur
le regard apporté aux personnes en situation de handicap, nous nous ferons fort de les transmettre aux autorités compétentes et nous souhaitons que ces préoccupations soient prises en compte dans les années à venir. Merci. Et donc, nous allons passer à la troisième étape. Je laisse la parole à M. Zogoré d'introduire cette étape. D'accord. Nous allons passer à la synthèse des recommandations et des travaux que nous avons fait depuis ce matin. Comment cela va se passer? Comme le temps avance un peu, vous avez noté sur les fiches qu'on vous a remis toute la description et surtout les recommandations. Et donc, chaque chef de groupe va lever la main. Je vais lui retourner sa fiche de synthèse, à quoi je vais ajouter ce qu'on appelait une carte mentale, c'est-à-dire un schéma qui va représenter les recommandations, la personne à qui elle est destinée, le délai de réalisation de cette recommandation. Bon, il se trouve que sur les fiches, vous n'avez pas mis le nom, tous n'ont pas mis le nom du groupe. Quand je prends le groupe E par exemple, où est le responsable du groupe E? D'accord. Le conseil régional. Donc, je vais vous remettre la fiche, la carte mentale du conseil régional. Attention. Oui, je veux. D'accord, je reviens. Je reviens à vous tout de suite. Vous voyez s'il n'y a pas de carte. Conseil régional. S'il n'y en a pas, on va faire tirer ça tout de suite. État civil. Quel est le groupe qui a traité de l'état civil? Il n'y a pas de... Parce que l'exécution du le groupe C. Déjà, le groupe C, c'est quelle thématique? Santé. Le groupe C. Le groupe A, c'est Berry. Le groupe C, c'est santé. Ok, pourquoi le groupe C? Je ne vois pas le main, s'il vous plaît. Voilà, levez la main pour que je vois. Santé, je vais vous donner votre fiche. Voilà. Donc, là, voilà comment ça se passe. Vous écrivez barrière mentale numéro 1, celle que vous avez retenue. Ensuite, qui doit agir? Vous mettez le nom, c'est-à-dire le destinataire de la recommandation. Avec quoi? Comment? C'est-à-dire quels sont les moyens qu'elle doit avoir pour mettre en place cette recommandation. Et puis, la date, la date à laquelle vous souhaiterez que cette réalisation soit mise en place dans 1 an, dans 6 mois. Voilà, c'est là que vous renseignez. Vous faites la même chose pour la barrière numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à 5, si vous en avez 5. Oui, c'est la synthèse qui est là. C'est ça que vous utilisez pour remplir ça. Il n'y a plus de travaux de groupe. Vous prenez ça, par exemple, la recommandation qui est là. Si c'est la numéro 1, c'est celle-là que vous mettez ici avec ces différentes représentations. Vous n'avez plus de travaux de groupe à faire. Si vous êtes le chef de groupe, alors vous prenez recommandation numéro 1. Barrière numéro 1, c'est celle-là. Vous la décrivez ici avec son délai. Oui,
Monsieur Papoulier, MSF, il est parti. Quels sont ceux qui ont travaillé sur l'emploi? Est-ce qu'il y a un groupe qui a travaillé sur l'emploi? Non, personne n'a laissé en place, c'est l'emploi. Mairie. Quels sont ceux qui ont travaillé sur la mairie? Si M. Papou n'est pas votre fiche. État civil. Est-ce que le groupe État civil est là? Monsieur Souf. Le papier PADEX. Groupe État civil. État civil, ils sont où? Ils sont partis? Et donc, le micro au groupe A, c'est le micro là. Le groupe A, C, donnez le micro. Groupe A. Bien. On va commencer par le groupe A. Ensuite, le groupe C. Vous allez lire les recommandations que vous avez retenues à l'issue de l'atelier pour que les autorités en soient imprégnées. Groupe A, vous avez la parole, lisez vos recommandations. Je me présente à vous. Oui. Oui. D'accord, donc c'est le groupe A. Je ne suis pas le président. D'accord. Donc, au niveau du thème, on a eu le groupe de la mairie. On a identifié les barrières au niveau de la mairie. On a eu comme barrière identifiée la présence de marches au sein des mairies, donc des escaliers qui empêchent les personnes handicapées moteurs. La présence de marche ou l'absence de marche? La présence de marche. Ok. C'est la présence qui empêche l'accès aux handicapés visuels. Parce que aussi il y a les handicapés moteurs qui ont dénoncé aussi l'absence de guide visuel aussi qui ont dénoncé l'absence de guide d'orientation. La première recommandation c'était laquelle? La première recommandation c'est de tenir compte des personnes en situation de handicap dans la construction des bâtiments de services publics et privés. Soyez plus précis, tenir compte en faisant quoi? En construisant ce qu'on appelle des guides d'orientation et en ajoutant des rampes d'accès. Donc ça veut dire, donc reprenez, vous devez reformuler votre recommandation pour qu'elle soit plus perceptible. D'accord. Donc tenir compte des personnes. Non, pas avec tenir compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dans la construction, il va falloir ajouter des rampes et des guides d'orientation. Voilà. Construire des rampes et des guides d'orientation pour les personnes en situation de handicap. Quel handicap? Handicap visuel et moteur. Voilà, donc renotez cette recommandation pour qu'elle soit plus perceptible. Donc, construire. Voilà. Utilisez des règles d'action, s'il vous plaît. Construire des rampes d'accès et des guides d'orientation. Pour les personnes en situation de handicap. Oui, ça va. Vous faites la même chose pour la deuxième recommandation. Quel est le problème auquel elle se rapporte? D'accord. Le problème, c'est également la présence de marche, la présence de marche et l'absence de guide d'orientation. D'accord. Donc cette recommandation est déjà prise en compte par la première. D'accord. Donc, la troisième recommandation, elle se rapporte au problème, le mauvais comportement, le mépris et la méconnaissance des agents de mairie. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, que la mairie fasse? Bon, la solution la plus simple, c'est d'éduquer en formant et en renforçant leurs capacités sur les questions liées
aux personnes en situation de handicap et leurs droits. D'accord. Donc, renforcer les capacités du personnel municipal sur l'accueil et sur l'accueil, sur la manière de communiquer. Donc, sur la question des personnes en situation de handicap. Notez ça. Organiser des sessions de formation ou de renforcement des capacités. D'accord. Sur les droits des personnes en situation de handicap. C'était la troisième recommandation. D'accord. Donc c'est bon pour le groupe A. Non, il y a une dernière recommandation. Et leurs droits. C'est bon? La dernière recommandation, c'est de privilégier les personnes en situation de handicap dans les files d'attente. D'accord. Donner la priorité aux personnes en situation de handicap dans les files d'attente. C'est bon? D'accord, ça va. Donc on peut passer au groupe suivant. Merci, on fait la même chose. Recommandation. Nous accueillons Dame Ledjou pour les recommandations du groupe B. Identifié. Le groupe B, c'est la barrière de Stéphane. Lenteur dans quoi? Président. Notre barrière. Oui, oui. C'était la lenteur, non? Dans l'établissement des actes d'état civil. Le document est parti. Je me suis auto-corrigé. Donc, on a fini les travaux de synthèse. Vous avez noté une recommandation. Vous devez au moins savoir de quoi, à quoi ça rapporte. Les barrières, notre barrière, c'était la lenteur dans l'établissement des actes d'état civil des enfants abandonnés. Très bien. Donc, quelle est la recommandation que vous avez? La recommandation, c'est mettre en place un service spécialisé pour gérer efficacement et rapidement l'établissement des extraits des enfants en situation de handicap abandonnés. D'accord. Quelle est la deuxième recommandation? La deuxième barrière. Mettre en place un fonds d'appui. Non, la deuxième barrière. La deuxième barrière. Une recommandation répond à une barrière que vous avez identifiée. Quelle est la deuxième barrière que vous avez identifiée? C'est la difficulté de ressources des parents ou des enfants qui sont mis à la disposition des pouponnières. Parce que l'établissement des actes nécessite des moyens pour tout ce qui est dossier au niveau de la justice et autres pour des enfants qui n'ont jamais eu d'extrait de naissance. Donc il y a cette barrière financière qui est là. Donc les deux recommandations se rapportent à l'acte d'état civil, à l'extrait de naissance des enfants abandonnés. Oui, bon, je pense que tout ce qu'on a mis là, c'était relativement à l'extrait de naissance. C'est une seule barrière qu'on a fait. Ok. Bon, ça c'est une barrière qu'on appelle sociale. Ok. Maintenant, deuxième là, c'est barrière financière. Ok. Voilà. Donc la recommandation, c'est mettre en place un fonds d'appui ou rendre gratuit l'établissement des actes d'état civil pour les PSH. D'accord. D'accord. Troisième recommandation. Troisième barrière. Troisième barrière, barrière physique. Non, c'est quoi? Institutionnelle. Oui. Rendre accessibles les services d'état civil. Rampe d'accès, grille de protection pour les escaliers. D'accord, ça veut dire que la barrière, c'était l'absence de rampe d'accès à l'intérieur des services. À l'intérieur et à l'extérieur. Souvent,
l'entrée même est très compliquée. Donc il faut vraiment aménager l'entrée des établissements publics. D'accord. Donc cette recommandation, maître, vous avez dit rendre accessibles les services d'état civil, en parenthèse, rendre d'accès les grilles de protection pour les escaliers. Ces escaliers, il n'y a pas de grille. C'est vide pour une personne sensible de pouvoir s'appuyer. Aménager des rampes d'accès et des... Lisez-moi la suite, s'il vous plaît. Grille de protection pour les escaliers. D'accord, c'est compris. Okay. La dernière recommandation. Dernière recommandation, ça c'est barrières institutionnelles et financières. Oui. Voilà. Former les agents des services d'état civil sur les questions du handicap, les droits des personnes en situation de handicap et leur prise en charge. C'est compris. Donc c'est bon. Merci pour le groupe. Merci Dame Lendou qui a présenté les travaux du groupe B. Le groupe C. Groupe C. Groupe C. Il arrive. Le groupe C. Comment? C'est la santé. La santé. D'accord. Quelle est la première barrière que vous avez identifiée en matière de santé? Bon, notre thématique c'est la santé. La première barrière est la communication. Non, reformulez s'il vous plaît. La communication n'est pas une barrière. La communication entre les patients et le personnel médical. La recommandation à cette barrière, c'est de sensibiliser et former le personnel médical en langage des signes. D'accord. Allons-y. On va vous formuler après. Maintenant, deuxième recommandation. Former le personnel médical sur tout type de handicap. C'est bon? Oui, allons-y. Troisième recommandation. Décentraliser les infrastructures médicales dans toutes les régions. Quatrième recommandation. Une prise en charge spécifique pour les personnes en situation de handicap en matière de soins. Maintenant, la dernière recommandation, c'est la prise en charge des soins de santé des personnes en situation de handicap. Merci. Vous C. Monsieur Tokoré, il est là? Bonsoir, je représente le groupe D. On a parlé de l'éducation comme thème. Oui. Le premier obstacle, c'est l'obstacle physique. On a en recommandation construire des rampes, adapter les bâtiments et les sanitaires. Les sanitaires, c'est tout ce qui est douche, toilette. D'accord. Le deuxième, c'était le problème lié à la barrière sociale. Oui. Sensibiliser les enseignants, le personnel éducatif, les élèves et parents à l'éducation inclusive et aux questions du handicap. La troisième barrière, c'était la barrière liée à la barrière institutionnelle. Mettre à disposition des manuels / supports adaptés, entre parenthèses braille, et recruter des interprètes en langue des signes. D'accord. Maintenant, la quatrième barrière, c'est la barrière financière. On a fait comme proposition accorder des bourses, des subventions aux élèves handicapés, créer et pour rapprocher les élèves et les écoles inclusives des enfants handicapés, faciliter l'accès aux programmes de formation et des actions au niveau professionnel. Voici nos 4 recommandations. D'accord, merci beaucoup. Merci au groupe D. Nous passons maintenant au groupe E. Ok, vous m'aidez? Le groupe E qui va présenter ses recommandations. Voilà. Pour nous, c'était le conseil régional.
Comme recommandation, nous avons dit construire des rampes d'accès. Deuxième recommandation, on a parlé d'avoir un agent pour orienter les visiteurs. Comme troisième recommandation, on a dit sensibiliser les vigiles pour être à l'écoute des personnes en situation de handicap en visite. Très bien. Vous avez donné 3 recommandations. C'est exact. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Dame Fatoumata, merci. Nous avons, tous les groupes sont passés. Nous venons donc d'achever la présentation des différentes recommandations. Monsieur le représentant du préfet, monsieur le directeur de la protection sociale, chers membres de la société civile, chers acteurs et chers parties prenantes, nous sommes en train de finir notre journée et nous l'avons ouvert. Monsieur le représentant du préfet a sûrement un mot à dire pour déjà pour la qualité de votre travail qui est vraiment très instructif. Mais vous avez les responsables aussi la possibilité de suggérer d'autres problèmes qui n'ont pas été perçus. Donc je vais donner rapidement la parole au président qui voudrait faire d'autres propositions ou d'autres recommandations. Bon, il y a au niveau de la santé d'abord, il y a au niveau de la CMU. Il faut prendre en charge la chaîne des personnes en situation de handicap comme les paramètres et le conseil régional. Deuxième aussi, au niveau du conseil régional, on demande un appui financier. C'est-à-dire que le conseil régional doit accompagner la coordination par une subvention dans les activités. Parce que c'est important pour qu'on puisse suivre et accompagner les activités pour le moyen financier. Donc, on souhaite après cette recommandation de notre conseil régional. Oui, nous remercions le président. C'est une préoccupation qui sera prise en compte puisque la question de la santé a été déjà évoquée. Et si monsieur le président a fini, le dernier mot revient à monsieur le représentant du préfet. Monsieur le représentant du préfet. Le monde est déjà parti. Salut le lien de protection sociale qui est dû à nous. Puis salut le président Boulbani. Salut aussi tous les participants qui sont encore là. Et tout ça, c'est au nom du préfet, au nom du préfet de la région et puis du département de Guadeloupe. Et donc, je dois aussi saluer la qualité des échanges qui ont eu lieu autour de ces thématiques, à savoir le conseil régional de la mairie, l'état civil, l'éducation et la santé. Donc, je pense bien que c'est sur ces mots-là que je voudrais dire merci à tout le monde et souhaiter bon retour à chacun et que Dieu fasse qu'on puisse se revoir une autre fois autour. Puisque aujourd'hui c'est le numéro 1, c'est qu'il y a 2. Voilà. Après qu'on puisse, voilà, le président c'est le numéro 1, après qu'on puisse retrouver encore et que ça soit encore, les échanges soient encore plus puisque que les scènes d'aujourd'hui. Vraiment, je vous dis merci au nom du préfet, que le Seigneur vous accompagne. Et c'est moi qui vous dis merci. Bien, merci. Nous venons de conclure cette activité. Et nous souhaitons bon retour à chacun et à chacune et à
très bientôt pour la suite des activités. Financé par l'Union européenne en consortium avec CBT Social et Sierra. Le projet vise à conduire un plaidoyer avec un dialogue communautaire. C'est un dialogue communautaire en 3 axes. Le premier, accès aux services publics et à l'emploi. Le deuxième axe, accessibilité urbaine. Et le troisième axe, l'implication des personnes handicapées dans les instances de décision. Et c'est dans le communauté vise à construire ensemble entre les personnes en situation de handicap et les autorités locales une charte d'inclusion des personnes handicapées à Boaké. Aujourd'hui, c'est le premier dialogue communautaire qui est en train de se dérouler, qui a pour axe accès aux services publics et à l'emploi. Alors, l'initiative est venue de la Journée internationale des personnes handicapées qui s'est déroulée en décembre 2025 au Centre culturel de Jakaka. Et pour nous, cette journée était pour interpeller les autorités sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et comme c'était une seule journée, on s'est dit pourquoi ne pas élaborer un plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées. Nous avions élaboré un projet que nous avons soumis à l'Union européenne et au consortium CBT Social Justice dans le cadre de ce plaidoyer-là. C'est vrai que c'est un financement qui est à hauteur de 1 997 000. Nous, c'est un moyen, c'est un microfinance qui est peu, mais avec peu de moyens, faire de grandes choses, réaliser de grandes choses pour que ça puisse impacter plus de 31 472 personnes en situation de handicap. Alors, après qu'on ait réussi, nous sommes en train de réussir le projet des personnes inclusives et les barrières qu'on constate un peu au niveau de la Côte d'Ivoire et particulièrement à Boaké, qu'il y a 5 axes que nous allions viser. Sur plusieurs axes, on a pris l'éducation nationale, la santé, l'état civil, mairie et conseil régional. On s'est dit que ces grands axes-là, il y a des difficultés par rapport à l'élaboration avoir accès aux essais de naissance des personnes en situation de handicap. Deuxième, au niveau des enfants en situation de l'éducation étant le socle même du développement d'une personne. Donc, ça, et la santé aussi, il est la vie d'une personne. Donc, si on a pu réussir ces 5 axes-là, c'est sûr qu'on aurait réussi un grand coup au niveau de Boaké, qui est véritablement l'inclusion des personnes handicapées. Parce que quand un enfant va à l'école, il devient un acteur de développement au service de la Côte d'Ivoire. S'il est bien santé, il a la santé, il a le temps de pouvoir se mouvoir, d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Donc pour nous, c'est très important. D'accord. Les participants, au niveau des participants, il y a en point les organisations des personnes handicapées elles-mêmes d'abord, qui sont d'abord les bénéficiaires, la cible même du projet. Ensuite, il y a le conseil régional, il y a la mairie qui est représentée, il y a les parties prenantes comme le conseil régional. Il y a aussi des partenaires qui vous accompagnent. Oui, le conseil régional des droits de l'homme, la maison de la société civile, il y a Andy Sansopus, il y a la présidente des femmes de Boaké, la CNGCI, l'union des chefs communautaires, toutes ces organisations-là nous accompagnent dans ce plaidoyer-là. C'est des parties prenantes qui sont impliquées, sans compter que le patronat qui est représenté par la Chambre de commerce et d'industrie aussi est représenté avec la CNPS. Et pour nous, c'est un grand moyen de pouvoir communiquer avec l'ensemble des acteurs pour que c'est important, la préfecture aussi, et puis surtout, le ministère du tutelle qui est la direction régionale de la protection sociale. Super, merci. Merci de nous avoir accompagnés.
Et on a fait un rêve et nous pensons que ce rêve-là sera une réalité à Bouaké. Le Bouaké sera le miroir de l'inclusion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et ça, avec peu de moyens, on veut réaliser gros pour que ça puisse impacter 31 472 personnes handicapées au niveau du Bouaké. Et Dieu merci, la cérémonie aujourd'hui, les députés étaient représentés. La mairie, à travers la 6e région qui est aussi député, qui était représenté. Il y avait le député Bema Fofana, qui est aussi le premier vice-président du conseil régional qui était là, la présidente du conseil régional des droits de l'homme, de la commission régionale des droits de l'homme. Il y avait le directeur régional de la protection sociale, la préfecture. Donc il y avait un parterre d'autorités qui étaient présents ce matin-là, pour nous accompagner dans ce plaidoyer-là. Et on pense que tout le monde aussi est actif et pense qu'ils sont prêts aussi à nous accompagner dans ce plaidoyer-là, à réaliser ce plaidoyer pour qu'on soit des miroirs de l'inclusion.